Bonjour à tous et bienvenue au micro du service français de Radio Taïwan International, avec aujourd'hui la suite de la rencontre avec Apai Tang, professeur associé au département des langues autochtones et de la communication de l'Université nationale d'Honghua. Apai Tang est originaire d'un village Truku situé dans la commune de Shuling, dans le comté de Hualien, et fait partie des rares linguistes taïwanaises d'origine autochtone. Très attaché à sa langue maternelle et à sa culture Truku, Apai Tang a obtenu son diplôme de linguistique à l'université d'Hawaï en 2011 avant de revenir à Taïwan où elle est aujourd'hui impliquée activement dans la préservation et la revitalisation de la langue et de la culture Truku. La chercheuse était revenue la semaine dernière sur son parcours atypique et cette semaine nous allons parler un peu plus en détail des exemples de revitalisation linguistique que l'on trouve à Hawaï ou en Nouvelle-Zélande et des leçons que Taïwan pourrait peut-être en tirer, et ce malgré une configuration ethnolinguistique bien différente. Apai Tang est d'abord revenu sur la situation de la langue Truku en se basant sur l'échelle EGIDS, un acronyme pour Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale, échelle élargie de perturbation intergénérationnelle. Il s'agit d'un outil développé par Lewis et Simons en 2010 pour estimer le statut d'une langue en termes de danger ou de développement. En se basant sur ces critères, Apai Tang estime que la langue Truku se situe dans la catégorie 8A, c'est-à-dire la catégorie des langues moribondes ou sérieusement en danger, dont les seuls locuteurs appartiennent à la génération des grands-parents. Un constat qui peut être surprenant étant donné qu'Apai Tang utilise sa langue maternelle de manière régulière dans sa vie de tous les jours. Mais la chercheuse explique qu'elle ne se considère pas comme une locutrice à proprement parler et que les vrais locuteurs sont ceux de la génération au-dessus d'elle. En fait, je me considère seulement comme à moitié locutrice, pas comme une locutrice tout à fait compétente. Comment dire ? La compétence linguistique est une sorte de continuum. Il n'y a pas de niveau 1 pour les personnes qui parlent très couramment la langue. Je peux parler Truku, mais pas assez couramment pour utiliser des mots très abstraits, comme les mots juste ou droiture, par exemple. Ce qui fait que je me trouve souvent bloquée lorsque je parle. Pour ce qui est du vocabulaire, je ne peux pas non plus être très spécifique. Je sais dire bouche, lèvres, mais pas papille, par exemple. Il y a donc des degrés dans la compétence linguistique. Donc, je ne me considère pas totalement compétente, mais assez pour être très à l'aise dans des conversations de la vie quotidienne. Je pense que quand il ne s'agit pas de votre seule langue, il est difficile d'acquérir ce genre de vocabulaire. La chercheuse fait un constat plutôt pessimiste quant au futur de sa langue, du moins si les politiques actuelles sont conservées sans un changement de cap radical. Pessimiste, oui, parce que nous n'utilisons pas assez la langue et l'usage de la langue est le seul facteur pour qu'une langue survive. Et il y a 3 conditions qui doivent être remplies pour qu'une langue soit utilisée. Tout d'abord, la compétence, puis le désir de la parler ou la motivation si l'on veut, et enfin l'occasion et notamment les chances d'interaction avec les anciens. Sans ces 3 conditions, et les politiques actuelles ne favorisent pas ces conditions, la langue n'a pas de chance d'être utilisée. Alors, à moins que nous ayons une prise de conscience, un sursaut radical du problème auquel nous faisons face maintenant. Et selon elle, aucune de ces conditions ne sont réunies actuellement à Taïwan. Il y a eu beaucoup de choses mises en place, des programmes maître-apprenti, des programmes d'immersion, des projets inspirés de ce qui se fait en Nouvelle-Zélande ou à Hawaï. Mais il n'y a pas de résultat. Comment ça se fait ? Le nombre de locuteurs n'augmente pas. Un autre indicateur est qu'il n'y a pas de transmission intergénérationnelle. Donc ces 2 indicateurs montrent à eux seuls que notre politique actuelle de revitalisation ne fonctionne pas encore. Je crois que nous devons vraiment réexaminer tout cela et c'est ce dont parle un article que j'ai récemment publié sur l'évaluation des politiques de revitalisation. Si aucun de ces critères n'est présent actuellement, c'est selon elle celui de la compétence qui manque le plus cruellement afin de mener à bien le travail de revitalisation du Truku. C'est peut-être la compétence.
qui comprend la compréhension orale, écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Moi-même, j'ai du mal à progresser et les gens ont du mal à bien apprendre. Et lorsqu'on ne sait pas comment dire quelque chose, on manque de confiance, ce qui fait qu'on va encore moins parler et qu'on ne va pas avoir le désir d'utiliser cette langue. Ces 3 critères sont en fait interconnectés. Je pense qu'il faut commencer par augmenter la compétence, aider les apprenants à progresser afin de leur donner le désir et la motivation de s'améliorer ensemble. Apai Tang avait évoqué la semaine dernière son expérience à Hawaï, où elle a fait ses études de doctorat et côtoyé des étudiants originaires de différents groupes d'autochtones de nombreux pays, et où elle a particulièrement été inspirée par les bons résultats obtenus à Hawaï et en Nouvelle-Zélande en matière de revitalisation linguistique. Le nombre de ces écoles et la qualité de l'enseignement immersif est très important. C'est quelque chose qui marche. Par exemple, si l'on va dans l'école immersive qui se trouve sur l'île de Hilo, à Hawaï, les enfants vous saluent en hawaïen et parlent couramment hawaïen. La manière dont ils mènent le programme maître-apprenti est aussi très très efficace. Et nous avons aussi à Taïwan ce genre de programme maître-apprenti et d'immersion linguistique à la maternelle. Le programme maître-apprenti de Taïwan continue, mais avec un changement de cible, afin de cibler les étudiants à l'université qui peuvent recevoir un financement du gouvernement et peuvent être exemptés de frais de scolarité. Mais cela ne concerne qu'un petit nombre d'étudiants et je ne crois pas personnellement que cela ait un impact sur beaucoup de personnes. Elle fait en revanche un constat beaucoup moins reluisant concernant les écoles soi-disant immersives qui existent à Taïwan. En effet, la réalité est que les enfants dans ces écoles ne parlent pas vraiment la langue. C'est principalement le chinois qui est utilisé pour enseigner. Nous donnons parfois des suggestions ou des idées sur la manière dont les écoles immersives devraient fonctionner. Mais il y a tellement de difficultés que les établissements n'arrivent pas à les mettre en œuvre. Par exemple, les stratégies visant à utiliser seulement les langues autochtones comme langue d'instruction ne fonctionnent pas ici à Taïwan. Mais c'est le but ultime pour les écoles ou les jardins d'enfants immersifs qui sont financés par la Commission des affaires autochtones. Je pense que les enseignants autochtones doivent savoir comment enseigner en langue autochtone et ce, tout en ayant des compétences linguistiques limitées. Il y a toujours un moyen. Si l'on regarde les cours d'anglais, les enseignants utilisent cette manière d'enseigner en insistant pour utiliser l'anglais dans la classe, mais en utilisant beaucoup de gestes, et ce sans utiliser le chinois pour traduire les énoncés. Ce sont des compétences qui s'apprennent. Il faut savoir qu'actuellement, les enfants taïwanais ont 40 minutes de cours obligatoires par semaine à l'école pour apprendre leur langue maternelle, ce qui comprend les langues autochtones, le taïwanais ou encore le hakka, ainsi que les langues d'Asie du Sud-Est. La chercheuse estime que c'est bien entendu insuffisant, mais qu'il faut faire avec ce qu'on a et réfléchir à la manière d'utiliser ce temps de la façon la plus efficace. Les personnes âgées qui parlent bien savent que c'est important de parler, mais lorsqu'elles s'adressent à des personnes d'âge moyen, de la génération d'en dessous, elles passent au mandarin rapidement, dès qu'il y a quelque chose qui, elles pensent, sera difficile à comprendre. Car il est question d'efficacité, de fluidité et de rapidité de la communication. Alors que par exemple, j'ai un collègue Amis qui est allé en Nouvelle-Zélande de nombreuses fois pour ses recherches et qui a vraiment conscience de l'importance de parler le Amis avec ses 2 filles. Et avec sa femme, ils ont communiqué ensemble sur le sujet et insistent pour ne parler que le Amis à la maison. Parce qu'ils savent bien que leurs enfants n'auront aucun problème avec le mandarin. Car tout le monde parle mandarin à l'école et ailleurs. C'est pourquoi ils insistent pour ne parler que le Amis et demandent aux anciens et aux grands-parents pour qu'ils leur parlent en Amis. Mais ce genre de parents sont minoritaires, rares même, et cela fonctionne. Donc je pense que la détermination des parents est aussi un facteur. À Taïwan, il reste difficile de convaincre les parents d'élèves de parler leur langue maternelle avec leurs enfants, avec notamment en cause le sentiment que leur apprentissage est inutile et pourrait ralentir la maîtrise du mandarin, clé du succès scolaire et professionnel. Alors, comment motiver les parents et convaincre les gens qu'il est important de pratiquer et de transmettre ces langues à leurs enfants ?
It's a tough job. So, for example, if you're C'est une tâche difficile. Par exemple, si quelqu'un ne veut pas manger de pommes, mais que je lui dis de manger une pomme parce que c'est super, ça ne va pas forcément marcher. C'est pourquoi je pense qu'il faut travailler ensemble, en communauté. Dans mon village, nous avons, avec certains jeunes, créé une association pour faire installer une sorte de petit musée avec nos objets traditionnels. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable, mais ça a tout de même le mérite d'exister. Et nous avons des activités qui visent à montrer aux anciens ou aux parents que c'est quelque chose d'important. Les Maoris font la même chose et organisent des activités avec des enfants et aussi des parents ou d'autres adultes qui viennent en classe et partagent ce qu'ils savent, enseigner des choses sur la langue et d'autres sujets. they do both things at the same time. Par ailleurs, la chercheuse alerte sur l'impact que pourrait avoir la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale qui vise à faire de Taïwan un pays bilingue mandarin-anglais d'ici 2030. Même si de toute évidence, nous sommes en 2026 encore bien loin du compte. It's going to hinder if it's really truly. Si cette stratégie Taïwan bilingue est vraiment mise en œuvre, ça va nuire aux langues autochtones parce que cette politique va augmenter le nombre d'occasions d'apprentissage de l'anglais à l'école, mais aussi le budget consacré à l'anglais. Autant de budget et de temps en moins qui pourront être consacrés aux langues autochtones. Je pense que ça peut vraiment affecter le travail de revitalisation des langues autochtones. Improvement or development of the English language revitalization work. Mais si les politiques mises en place à Hawaï et en Nouvelle-Zélande fonctionnent bien, c'est aussi en raison du contexte ethno-linguistique local. Taïwan est dans une situation bien différente, avec 16 groupes autochtones différents officiellement reconnus et autant de langues, avec 42 dialectes au total. Cette situation rend plus difficile l'enseignement de ces langues et de leur visibilité. Well, I don't really know. Je ne sais pas si c'est une bonne comparaison, mais au Canada et aux États-Unis, sur la partie continentale, il y a beaucoup de différentes langues autochtones ou de langues menacées, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. C'est aussi le cas de l'Australie. Ce sont tous des pays multilingues, mais qui, comme Taïwan, peinent encore à obtenir de bons résultats. Il y a tant de choses que les Maoris font et que nous pouvons apprendre. Par exemple, la manière dont on peut rendre les classes d'immersion plus efficaces et la manière dont on peut utiliser ces langues autochtones comme des langues d'enseignement pour donner les instructions en classe. Comment les familles et les profs là-bas utilisent exclusivement le maori dans les classes et comment ils encouragent les membres de la communauté à parler leur langue avec les enfants en bas âge. C'est quelque chose de difficile et qui est lié au système de valeurs. Si quelqu'un n'accorde pas de valeur à sa langue, c'est très difficile de changer son opinion. On peut aussi apprendre de la manière dont le gouvernement néo-zélandais et dont les stratégies mises en place là-bas agissent pour renforcer le sentiment d'identité des Maoris. Immersion program. At least these two things. Enfin, Apaitrang alerte sur le fait qu'il va devenir de plus en plus difficile de renverser la tendance au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, puisque les anciens disparaissent les uns après les autres. Et lorsqu'il n'y aura plus de locuteurs, les langues disparaîtront. Les deux seules choses qui pourraient donner de l'espoir sont la transmission intergénérationnelle et l'augmentation du nombre de locuteurs.